Léona Whitford stoppa net son geste, la cafetière encore inclinée au-dessus de la deuxième tasse. Le liquide sombre déborda, glissant en un filet brûlant sur la soucoupe, tandis qu'un son glaçant perçait l'air calme du matin dans les rocheuses du Colorado. Ce n'était pas le chant habituel des coyotes qu'elle entendait depuis 3 ans. Non, c'était autre chose. Une plainte longue, désespérée, presque familière. Le son qu'elle avait attendu, redouté et espéré tout à la fois, venait enfin de se faire entendre. La porte de sa cuisine, restée déverrouillée, s'ouvrit brusquement. Madame Parker, sa voisine d'à côté, entra, le visage pâle comme la neige des sommets. « Léona, quelque chose de terrible est en train de se passer là-haut, dans la vallée de Cedar Hollow. Le petit du clan Hargrove a perdu son chiot hier, et maintenant, on entend des bruits qui ne ressemblent à rien de naturel. » Les yeux de Léona se fixèrent instinctivement sur la chaîne de montagne, là où, près de la fenêtre, les vieilles jumelles de Duke reposaient toujours. Elle se souvenait de lui, scrutant ces mêmes crêtes chaque matin avant de partir en service. À l'époque, elle craignait surtout les monstres humains. Aujourd'hui, ce qu'elle redoutait, c'était ce que le chagrin pouvait engendrer au fond de la nature sauvage. Contactez immédiatement le shérif Marquez par radio, ordonna Léona d'une voix ferme malgré le tremblement qui lui serrait la poitrine. Dites-lui que Léona Morrison déclare un code 3. Qu'est-ce qui se cachait vraiment dans ces montagnes depuis tout ce temps? Et pourquoi ce jour précis donnait-il la sensation que tout allait basculer? Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La caravane des Hargrove trônait comme un îlot d'espoir au cœur de Cedar Hollow, ce petit coin d'Amérique où les drapeaux étoilés flottaient encore au porche et où chaque voisin connaissait le prénom de l'autre. Sarah Beth Hargrove n'avait pas dormi depuis 36 heures. Ses mains, dures et crevassées, enserraient un gobelet de café froid. Son regard restait fixé sur le panier vide dans un coin du salon. Ce panier, elle l'avait acheté en économisant 3 mois de pourboire à coups de pièces froissées et de billets frottés jusqu'à l'usure. Les nuits au restaurant, les week-ends à la station-service et même le ménage du dimanche, malgré ses articulations douloureuses et son moral au bord de la rupture. Tommy Ray Hargrove, 8 ans, le menton têtu de son père et la douceur du regard de sa mère, n'avait pas prononcé un mot depuis la veille. Assis en tailleur sur le vieux tapis élimé, il s'entourait de dizaines de dessins crayonnés. Un chiot berger allemand aux yeux ambrés et aux oreilles bordées de noir. Max, son premier véritable ami depuis que son père était parti, 2 ans plus tôt, laissant seulement un mot griffonné, expliquant qu'il avait besoin d'espace pour se retrouver. Tommy, lui, s'était parfaitement retrouvé avec Max à ses côtés. Lui apprendre à s'asseoir, à attendre, à dormir blotti contre sa poitrine pendant les orages. « Mon cœur, il faut que tu manges un peu », murmura Sarah, s'agenouillant près de lui, avec un sandwich au beurre de cacahuètes coupé en triangles. Comme sa mère le faisait autrefois, quand le monde paraissait trop vaste et trop effrayant. Mais Tommy secoua la tête, ajoutant seulement une couche de brun sur le pelage crayonné de Max. En l'espace d'une nuit, le terrain de la caravane avait pris des allures d'opération militaire. Madame Rodriguez apportait des tamals fumants. Monsieur Frank, de l'unité 12, organisait les équipes de recherche avec la précision de son ancien entraînement militaire. Même Jake Monroe, un adolescent sans lien avec la famille Morrison des montagnes, avait abandonné son travail du samedi au magasin de bricolage pour fouiller les sous-bois où un chiot de 4 mois pourrait se cacher. Mais Sarah connaissait la vérité, une certitude qui lui rongeait l'estomac. Max ne se cachait pas. Les bergers allemands ne s'enfuirent pas de leur famille. Duke Morrison, l'ancien policier mort 3 ans plus tôt, disait toujours que son chien de service aurait préféré mourir plutôt qu'abandonner son poste. Elle avait entendu ces histoires au restaurant lors des conversations nocturnes entre vétérans de la police, parlant de cette loyauté qui dépasse l'entraînement, qui va au-delà même de l'instinct. À travers les fines parois de la caravane, Sarah entendait le grésillement de la radio CB des équipes. Rien du côté du ruisseau Miller. Vérifier l'ancienne piste de bûcheron? Pas de traces. Tempête en approche rapide depuis l'ouest. Sarah ferma les yeux, essaya de prier. Mais les mots lui semblaient aussi vides que la gamelle de Max. Elle se rappelait les 8 mois de travail acharné pour offrir ce chiot à Tommy. Le visage de son fils s'illuminant comme un matin de Noël quand Max avait jailli du carton, un ruban rouge autour du cou. Aujourd'hui, Tommy restait silencieux, dessinant le même chien encore et encore, comme s'il pouvait le ramener à force de crayon et d'espoir. Dehors, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber.
La matinée avait débuté comme tous les samedis depuis 2 ans. Tommy mesurant soigneusement les croquettes de Max pendant que Sarah se préparait pour son service à la station-service Murphy's Fuel. Leur rituel était sacré. Petit déjeuner pour le garçon et son chien, 30 minutes de jeu dans le petit jardin clôturé, puis coloriage pour Tommy pendant que Max faisait la sieste dans la tache de lumière près de la fenêtre. « Tu te rappelles ce que je t'ai dit pour le loquet ?» lança Sarah par-dessus son épaule, déjà en uniforme froissé. « Il coince un peu, alors assure-toi qu'il clique 2 fois. » Tommy avait hoché la tête avec le sérieux des enfants à qui l'on confie une vraie responsabilité. « Je vais le surveiller tout le temps, promit maman. » Mais Sarah savait que les promesses, ça peut se briser d'un souffle. À 14h17, d'après l'horloge numérique de la cuisine que Tommy observait sans cesse, tout avait changé. 3 minutes seulement à l'intérieur, juste assez pour remplir la gamelle d'eau de Max et attraper sa nouvelle boîte de crayons. Lorsqu'il poussa la porte moustiquaire, le jardin était vide. Le portail pendait ouvert, comme une bouche figée en plein cri, le loquet défectueux brillant au soleil. « Max !» La voix de Tommy se brisa tandis qu'il courait pieds nus sur le gravier de l'allée, le cœur battant si fort qu'il lui martelait les côtes. « Max, reviens !» Madame Rodriguez surgit de l'unité numéro 7, encore couverte de farine, son tablier attaché à la taille. « Que pasa, Mijo? Qu'est-ce qui se passe ?» Les mots jaillirent de Tommy entre 2 sanglots. Max est parti. Le portail, il s'est ouvert tout seul. Il ne s'enfuirait jamais. Il m'aime. On est de meilleurs amis. En moins de 10 minutes, tout le lotissement s'était mis en branle avec une efficacité presque militaire. Monsieur Frank apparut avec ses vieilles jumelles de l'armée et une radio portative. Jake Monroe lâcha sa manette de jeu pour aller fouiller les fossés d'évacuation. Même Madame Patterson, d'ordinaire la première à se plaindre des aboiements, rejoignit le groupe qui se formait, se dirigeant vers la lisière des pins. « Dans quelle direction irait-il » demanda Monsieur Frank, le ton pressant mais doux. Au-dessus d'eux, les nuages s'amoncelaient, sombres, lourds de pluie. Tous savaient ce que les orages d'été du Colorado pouvaient faire à un animal sans abri. Tommy leva un doigt, tremblant vers la forêt. Il a toujours voulu explorer là-bas. Je lui ai dit que ce n'était pas sûr, qu'il y avait des coyotes et plein de trucs, mais il est tellement curieux. La recherche s'organisa méthodiquement. Les voisins s'alignèrent en ligne de battue, appelant le nom du chiot, agitant des boîtes de friandises pour créer ce bruit métallique si familier aux chiens. Ils vérifièrent sous chaque caravane, derrière chaque abri, dans chaque canalisation ou vieille carcasse de voiture oubliée en bordure du terrain. Jake grimpa sur l'ancienne tour d'eau pour prendre des photos de la canopée avec son téléphone, espérant repérer un mouvement ou un éclat de pelage noir et feu. À mesure que l'après-midi avançait, la recherche s'étendit bien au-delà du terrain. Le shérif Marquez arrive avec 2 adjoints et un chien de piste prêté par le service animalier du comté. Le molosse renifla la balle de tennis préférée de Max puis partit en trombe vers les montagnes. Museau au sol, queue dressée. La piste s'interrompt à un demi-mile sur la route forestière, annonça l'adjoint Cole, la voix crachotant à la radio. C'est comme si le chiot s'était évaporé. Mais Tommy refusait d'abandonner. Il s'était remis à dessiner cette fois non plus des scènes joyeuses, mais des croquis désespérés de Max, seul dans la forêt, les yeux grands ouverts de peur. Chaque trait de crayon devenait une prière silencieuse, un appel d'espoir lancé dans la tempête qui se préparait. « Les chiens sont malins, surtout les bergers allemands », dit Madame Rodriguez, assise à côté de Tommy sur le petit perron en bois. « Mon frère en avait un au Mexique. Il a retrouvé sa maison à plus de 80 kilomètres. Max sait que tu l'aimes, il reviendra. » Mais en début de soirée, quand Sarah rentra de son service et trouva son jardin envahi de bénévoles, couverts de boue et de véhicules d'urgence, la température avait chuté de 15 degrés. La tempête n'était plus une menace, c'était une certitude. Les éclairs illuminaient les sommets et le vent charriait déjà l'odeur des premières neiges venues des hauteurs. « On reprendra à la première lueur », promit le shérif Marquez, posant une main ferme mais compatissante sur l'épaule de Sarah. « On a des équipes à tous les accès. J'ai appelé des renforts des comtés voisins. S'il est dehors, on le retrouvera. » Mais dans ses yeux, Sarah lut la même ombre qu'elle avait vue chez les médecins l'hiver dernier, lorsque Tommy avait été hospitalisé pour une pneumonie. Cette ombre où l'espoir lutte contre l'expérience, où la gentillesse se teinte des statistiques et les plus dures. La plupart des animaux perdus ne rentrent pas, et les chiots de 4 mois ne survivent presque jamais à une nuit seule dans la nature des Rocheuses. Les voisins finirent par regagner leur maison, mais Tommy resta collé à la vitre,
son petit visage pressé contre le verre, regardant la pluie s'écraser sur la cour comme si chaque goutte pouvait être le signal du retour de Max. À 8 kilomètres de là, dans un réseau de grottes connues seulement des bêtes sauvages et d'un vieux berger allemand au cœur brisé, Rex Morrison leva la tête. Depuis 3 ans, l'ancien chien policier vivait à l'état sauvage, exilé après que le service eut dit à Léona qu'il valait mieux l'éloigner de la maison où chaque meuble, chaque odeur lui rappelait Duke. Les bureaucrates avaient cru bien faire, mais ils n'avaient pas compris. Rex ne pleurait pas un uniforme, il pleurait son partenaire, son ami. Ce soir-là, les sons qui traversaient l'air froid de la montagne n'étaient pas humains. Plus haut, plus aigus, chargés de panique, des pleurs de chiots. Rex sentit son corps se tendre, son oreille s'orienter vers la source. Chaque fibre de lui voulait rester cachée. 3 ans d'isolement lui avaient appris que les humains apportent la douleur, que l'attachement mène à l'abandon, que le seul endroit sûr était ici, sous la pierre glaciale. Mais ces pleurs, ils réveillaient des souvenirs douloureux. La fois où lui et Duke avaient retrouvé un enfant disparu dans le parc municipal. Le cri brisé de Duke lorsqu'ils avaient découvert trop tard le corps d'un gamin emporté par le courant. « Chaque vie compte, Rex », répétait Duke. « 2 pattes ou 4, jeunes ou vieux, on protège et on sert tout le monde. » Les pleurs faiblissaient. Rex se mit en marche, glissant avec précision entre les rochers humides, les aiguilles de pin craquant sous ses pattes. La lumière devenait verdâtre, sinistre, quand il arriva sur une clairière formée par des troncs tombés. 4 loups faméliques encerclaient une petite masse dorée, leur stratégie trop précise pour être naturelle. Rex le comprit instantanément, quelqu'un les avait entraînés. Le chiot, un berger allemand d'environ 4 mois, était blessé à l'épaule et à la hanche, mais ses yeux ambrés lançaient encore des éclairs de défi. Un loup gris balafré bondit. Le petit recula vacillant, mais au lieu de se soumettre, il montra les dents et lâcha un grondement minuscule, et incroyablement courageux. Rex avait vu assez. Il jaillit du couvert des arbres comme une tempête, ses crocs visant l'articulation de l'épaule du chef de meute. Le hurlement du loup résonna dans toute la vallée. Le choc fut brutal. Le loup gris bascula sur le côté, surpris par la force et la précision de l'attaque. Rex ne relâcha pas la prise. Il savait que dans un combat, la première seconde pouvait décider du reste. Derrière lui, les 3 autres loups se figèrent, leurs yeux jaunes brillant dans la pénombre, le temps de comprendre qu'ils n'avaient pas affaire à une proie paniquée, mais à un combattant entraîné. Puis ils bougèrent comme un seul corps, encerclant Rex et le chiot, leurs pas mesurés, calculés. Ce n'était pas de la chasse sauvage, c'était une manœuvre apprise, répétée, presque militaire. Rex pivota, se plaçant entre la meute et le petit berger allemand. Son corps se mit en position comme autrefois lors des interventions avec Duke, pattes solidement campées, poids répartis, regard passant d'un adversaire à l'autre, prêt à anticiper la moindre feinte. Le plus massif des loups tenta un crochet sur la gauche, mais Rex ne tomba pas dans le piège. 2 autres essayèrent de le prendre de flanc. Il recula volontairement, les attirant vers un terrain plus étroit. Le petit derrière lui, tremblant mais toujours debout, couinait de douleur, ce qui décuplait l'instinct protecteur de Rex. Les minutes s'étiraient comme des heures. Les muscles de Rex brûlaient, son souffle devenait plus lourd. Un loup parvint à le mordre à la cuisse arrière, un autre lui griffa les côtes, laissant une traînée rouge sur son pelage. Pourtant, il tenait bon. Avec un grognement bas, il recula encore, jusqu'à atteindre un passage naturel entre 2 énormes blocs de granit. Ici, les loups ne pouvaient pas le contourner, c'était un goulot d'étranglement et une chance de survivre. Il lança un regard par-dessus son épaule vers le chiot, reste au sol et reste en vie. Ce n'étaient pas des mots, mais ce langage que seuls les chiens comprennent. Le petit s'aplatit contre la roche, ses oreilles au basses, ses yeux rivés sur son protecteur. Les loups attaquèrent à nouveau, mais Rex frappait vite et avec précision. Il ne visait pas au hasard un jarret trop tendu, une épaule exposée, un museau avancé par excès de confiance. Chaque morsure ou coup de patte était calculé pour blesser juste assez et dissuader. Quand l'un tenta un saut au-dessus de lui pour atteindre le chiot, Rex bondit en contre, claquant ses crocs sur son flanc en plein vol. Le choc les envoya tous 2 rouler dans la poussière, mais Rex se remit sur pattes le premier, haletant mais toujours prêt. Le ciel au-dessus se zébra d'éclairs. Le tonnerre roula sur la vallée comme le grondement d'un moteur ancien, rappelant à Rex les patrouilles nocturnes dans la voiture de Duke. La pluie commença à tomber en grosses gouttes, rendant le sol glissant. Les loups reculèrent enfin, disparaissant dans la ligne sombre des arbres.
Mais Rex savait que ce n'était pas une retraite définitive. Ils attendaient qu'il s'épuise. Il s'effondra à côté du chiot, ses flancs se soulevant à un rythme rapide et irrégulier. Le petit se colla contre lui, cherchant chaleur et sécurité. Rex baissa la tête et sentit la respiration rapide du chiot contre ses côtes. Les deux survivants restèrent là sous la roche qui les protégeait du vent, jusqu'à ce que la nuit les engloutisse. Au loin, les loups n'avaient pas bougé bien loin. On distinguait encore leurs yeux luisants entre les troncs. Ils n'étaient pas partis chasser ailleurs. Ils gardaient leur proie à vue. Et Rex comprit alors quelque chose d'inquiétant. Cette patience, cette coordination, cette absence d'instinct de fuite, c'était l'œuvre d'un dresseur. Et ce dresseur, il savait exactement ce qu'il faisait. La pluie redoubla, battant contre la roche comme des doigts pressés sur une porte. Rex resta éveillé presque toute la nuit, le corps meurtri, mais les sens aux aguets. Chaque fois que le chiot remuait, il posait une patte protectrice sur lui, comme pour dire « Tant que je suis là, rien ne t'arrivera ». À l'aube, l'orage avait cessé. Les pins luisaient encore de gouttes argentées. Rex, les muscles engourdis, sortit doucement la tête pour observer les alentours. Les loups étaient toujours là, plus loin, mais ils guettaient. Max, car c'était bien son nom, même si Rex ne le connaissait pas, tenta de se lever, sa patte gauche tremblait encore, mais il tenait debout. Rex comprit qu'il fallait trouver de l'eau et de la nourriture. Et vite, mais en contrebas, un autre son attira leur attention, des voix humaines. Des voix qui appelaient « Max, ici, Max !» Le chiot dressa les oreilles, son regard brillant d'espoir. Il fit un pas vers le bruit, puis se tourna vers Rex comme pour lui demander « Tu viens ?» Rex resta immobile. Les humains, cela voulait dire la capture. Cela voulait dire quitter les montagnes, quitter les fantômes de Duke, affronter les yeux déçus de Léona. Il avait choisi de fuir, il y a 3 ans. Et il avait survécu ainsi. Mais le mouvement dans les fourrés brisa ses pensées. Le loup gris balafré s'était avancé, ses yeux fixés sur la direction des voix. Rex comprit immédiatement. Il préparait une embuscade, pas pour le chiot cette fois, mais pour les humains. Et derrière ces ordres invisibles, il y avait une main, un esprit malade. Duke avait toujours dit « chaque vie compte ». Rex se redressa. Sa décision était prise. Rex jeta un dernier coup d'œil au chiot. Il avança le museau et donna une légère poussée contre son flanc, l'incitant à reculer dans une petite alcôve rocheuse, bien à l'abri des regards. Ses yeux ambrés dirent clairement ce que les mots ne pouvaient pas. « Reste caché, quoi qu'il arrive ». Max, comme s'il comprenait, s'enfonça dans l'ombre, les oreilles basses, le souffle court, puis Rex sortit, et son corps se tendit comme un ressort prêt à jaillir. Les voix humaines se rapprochaient, portées par le vent humide du matin. Entre elles et la sécurité se trouvait un couloir étroit, une portion de sentier où les troncs serrés formaient une barrière naturelle. C'était là que les loups attendaient, tapis, prêts à fondre. Rex visualisa le mouvement de chacun, le balafré sur la gauche, un jeune mâle agile en hauteur sur un rocher, une femelle sombre et silencieuse à droite, et le dernier plus en retrait, rôle de renfort. Il bondit. Le choc avec le loup balafré fut si violent que les deux roulèrent dans la boue détrempée. Rex sentit sous ses crocs l'épaisseur du pelage, puis la chair chaude. Le hurlement qui suivit fendit l'air comme un coup de couteau. Les autres loups qui réagirent immédiatement, encerclant Rex. Le jeune sur le rocher sauta, visant ses flancs, mais Rex pivota et le frappa de plein fouet, l'envoyant s'écraser dans les aiguilles de pin. La femelle sombre tenta une approche par le bas, ses crocs claquant à quelques centimètres de la gorge de Rex. Il recula, esquiva, puis frappa d'un coup de patte qui la fit basculer sur le côté. Mais ils étaient rapides, coordonnés, habitués à travailler ensemble. Chaque fois qu'il repoussait l'un, un autre profitait de l'ouverture pour attaquer. Ses pattes s'enfonçaient dans la terre gorgée d'eau, son souffle devenait rauque, mais il tenait bon, poussé par cette voix invisible de Duke dans sa tête. « Tiens la ligne, Rex, protège-les tous !» Les premières silhouettes humaines apparurent au bout du sentier. Un adjoint du shérif, 2 bénévoles, et derrière eux une femme que Rex reconnut malgré les années, Léona. Son cœur battit plus fort, mais il n'avait pas le temps de se laisser distraire. Les loups, eux, avaient vu l'opportunité. Le balafré tenta de contourner Rex pour atteindre le groupe, mais le vieux chien bondit de côté, se plaçant à nouveau en travers. L'adjoint s'immobilisa, bouche ouverte. Devant lui, un berger allemand trempé, couvert de plaies, mais debout, défendant un passage comme un soldat en poste. Les coups de dents et de griffes continuaient à pleuvoir. Les bénévoles crièrent, l'un d'eux attrapa une branche pour frapper dans le vide et repousser un loup trop proche.
L'adjoint dégaina un spray au poivre, projetant un nuage irritant qui fit reculer 2 des assaillants. Le balafré, blessé, finit par céder et se retirer dans les bois. Les autres, hésitants, reculèrent à leur tour. Puis, comme une ombre qui se dissipe, la meute disparut complètement dans les pins. Rex resta figé quelques secondes, haletant, chaque muscle vibrant d'adrénaline. Puis d'un pas boitant, il recula vers l'alcôve rocheuse. Le petit Max sortit timidement, une oreille dressée, l'autre tombant et ses yeux fixés sur l'adjoint. Celui-ci porta aussitôt sa radio à sa bouche. « Shérif, vous allez vouloir entendre ça ?» On a retrouvé le chiot Hargrove et il était protégé par Rex Morrison. Oui, ce Rex. Quelques minutes plus tard, Tommy Hargrove surgissait parmi la foule qui se formait. Son cri de joie quand il vit Max se précipiter vers lui fit vibrer tout le vallon. Sarah, les larmes aux yeux, serrait son fils et le chiot contre elle, répétant « Merci », encore et encore, sans savoir à qui l'adresser. Mais Léona, elle, savait. Elle s'avança lentement vers Rex. Il la fixa, les oreilles légèrement baissées, incertain. Elle s'accroupit, tendit ses mains ridées vers lui. « Je t'ai attendu chaque matin pendant 3 ans. J'ai mis 2 tasses de café tous les jours, au cas où tu reviendrais. » La voix se brisa, mais ses mains restèrent tendues. Rex, d'abord hésitant, posa son front contre ses doigts. Et pour la première fois depuis la mort de Duke, il sentit que sa place était à nouveau quelque part. La petite clinique vétérinaire de Cedar Hollow n'avait jamais vu un cas comme celui-ci. L'odeur désinfectante flottait dans l'air, mêlée au parfum métallique du sang. Rex reposait sur la table d'examen en acier, ses flancs encore humides, tandis que Dr Jennifer Waller nettoyait avec méthode chacune de ses plaies. À la table voisine, Max gémissait doucement, son épaule bandée par l'assistante. Malgré sa douleur, le chiot ne quittait pas Rex des yeux, comme s'il craignait qu'on le lui enlève. Le shérif Marquez observait en silence, les bras croisés, mais son visage trahissait une inquiétude nouvelle. Dr Waller rompit le silence d'une voix basse. « Regardez ce schéma de morsure. Ce n'est pas une attaque sauvage. Ces loups savaient exactement où frapper pour neutraliser une proie. Ils ont été entraînés. » Le shérif fronça les sourcils. « Entraînés ?» Elle hocha la tête. « Ce n'est pas naturel. C'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît les canidés sur le bout des doigts. » Assise dans un coin, Léona écoutait, les mains jointes sur ses genoux. Chaque fois que Rex tournait la tête, elle lui adressait un sourire discret, comme pour lui rappeler qu'il n'était plus seul. Par moments, Rex fermait les yeux et l'ombre d'une expression apaisée passait sur son museau. « Tu as bien travaillé, mon vieux », murmura-t-elle. « Duke serait fier de toi. » À l'évocation du nom de son ancien partenaire, Rex dressa les oreilles et émit un son bas, ni un gémissement, ni un grognement, mais quelque chose d'unique, comme la voix d'un souvenir qui refait surface. Tommy, lui, refusait de quitter la table de Max. Il lui caressait doucement la tête, parlant à voix basse pour le rassurer. Après un long moment, il leva les yeux vers Léona. « Pourquoi il a fait ça ?» demanda-t-il. Il ne connaissait même pas Max. Léona sourit, les yeux humides. « Parfois, mon garçon, la famille, ce n'est pas le sang. C'est un choix. Rex a choisi de protéger Max parce que c'est dans sa nature. » Dehors, 2 adjoints ramenaient 2 des loups blessés, tranquillisants encore plantés dans leurs flancs. Leur simple présence glaça l'air autour de la clinique. L'inspection révéla quelque chose qui fit blêmir le shérif. Sous leur épais pelage, des traces nettes de colliers récemment retirés. Les marques étaient fraîches. « Ce ne sont pas des animaux sauvages », lâcha Marquez à voix basse. « Ce sont des armes. » La confirmation ne tarda pas. Jake Monroe, l'adolescent qui avait aidé aux recherches, arriva avec un objet trouvé près de la clairière de l'attaque. C'était un petit boîtier noir, étanche, muni d'un bouton unique et d'une grille d'émission. Mon oncle utilisait un truc comme ça pour appeler ses chiens de chasse, expliqua Jake. Ça émet un son que seuls les chiens et les loups peuvent entendre. On peut les attirer ou les rendre agressifs. L'atmosphère se fit plus lourde encore. Quelqu'un, là-haut, avait délibérément dressé et dirigé ses loups contre des cibles précises. Ce soir-là, alors que les bénévoles rentraient chez eux et que la pluie recommençait à tomber, Léona resta assise à côté de la cage de repos de Rex. Elle caressait distraitement sa large tête tandis que les souvenirs remontaient. « Il y a 3 ans, dit-elle doucement au shérif qui passait, Duke avait enquêté sur un vieil accident. Un petit garçon, Jamie Whitmore, mort dans un accident de voiture. Son grand-père, Marcus Whitmore, n'a jamais accepté la version officielle. Il disait qu'un chien avait eu un rôle, alors que le rapport prouvait le contraire. Le shérif s'immobilisa, son visage se durcissant. « Marcus Whitmore !»
L'ancien garde forestier? Léona hocha la tête. Oui, c'était un homme bien, toujours prêt à aider. Mais après la mort de Jamie, il s'est refermé. Et chaque fois qu'on parlait de chien, ses yeux devenaient étranges. Le puzzle commençait à s'assembler. Whitmore avait le savoir pour dresser des animaux sauvages, l'accès à des zones isolées et une raison tordue de leur apprendre à attaquer. Le shérif sentit son estomac se nouer. S'il avait raison, il ne parlait pas d'un simple dresseur isolé, mais d'un homme brisé, prêt à tout pour venger un drame qu'il croyait mal compris. Le lendemain matin, Marquez prit la route sinueuse menant à la cabane isolée de Marcus Whitmore. Les pneus crissaient sur le gravier humide. Dans la radio, ses adjoints confirmaient leur position en périphérie. Mais lui ne pensait qu'à une chose. Que trouverait-il en haut? Et comment arrêter un homme qui croyait agir par amour? La cabane de Marcus Whitmore apparaissait enfin entre les troncs. Silhouette sombre posée dans une clairière humide. À première vue, elle semblait presque paisible. Mais un son étrange flottait dans l'air. Un mélange de grondements, de hurlements et de bruits secs, comme des ordres lancés à mi-voix. Le shérif Marquez coupa le moteur écoutant. Il connaissait ce genre de ton. Ce n'était pas un homme qui parlait à des animaux comme à des compagnons, mais un instructeur qui façonnait des armes vivantes. Il fit signe à ses adjoints de se placer puis avança seul, main bien visible. Marcus sortit de derrière la cabane comme s'il attendait cette visite depuis toujours. Sa silhouette avait changé, plus maigre, plus raide, les épaules voûtées d'un homme qui avait passé trop de temps seul dans les bois. Ses yeux, eux, avaient cette fixité froide qui trahissait une obsession sans faille. « Vous les avez trouvés, pas vrai ?» demanda Marcus d'une voix rauque. « Mes loups, mes soldats !» Marquez garda son calme. « Marcus, il faut qu'on parle. Pas seulement de ces animaux, mais de Jamie. » Une ombre traversa le visage de l'ancien garde forestier. Ce prénom, même prononcé doucement, avait la puissance d'une lame plantée en plein cœur. Pendant une fraction de seconde, Marcus sembla vaciller. Puis il secoua la tête comme pour chasser une douleur trop vive. « Ils m'ont dit que c'était un accident, qu'aucun chien n'était impliqué. Mais je sais ce que j'ai vu. » Sa voix se brisa, mais ses yeux ne quittaient pas le shérif. Marquez sentit que c'était le moment clé. « Marcus, tu n'as pas vu ce que tu crois. Le rapport est clair. Jamie a été percuté par un conducteur ivre. Aucune trace animale. » Il sortit une copie plastifiée du rapport officiel, les mots rédigés de la main de Duke Morrison. Mais Marcus ne la regarda pas. Ses poings se serrèrent, ses épaules se tendirent, et il murmura « Si quelqu'un avait été là, s'il avait eu un protecteur ?» Le shérif comprit. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la culpabilité pure. Marcus s'était absenté ce jour-là pour surveiller un secteur de forêt en alerte incendie. Et pendant ce temps, Jamie avait décidé de rentrer seul de l'école. Les nuages se massaient à nouveau au-dessus de la clairière. Une odeur de pluie montait, lourde et électrique. Marcus avança d'un pas, comme pour jauger la distance entre lui et le shérif. Derrière la cabane, les ombres de plusieurs loups se déplacèrent, silhouettes furtives, mais disciplinées. Ils attendaient un signal. « Marcus, » dit Marquez d'une voix basse mais ferme, « ça suffit. Ces loups, tu crois les avoir dressés pour protéger, mais tu les as formés à attaquer. Tu mets en danger les enfants que tu voulais protéger. » Le vieux garde forestier ferma les yeux. Un frisson parcourut ses épaules. Pendant un instant, le masque de dureté glissa, laissant apparaître le visage d'un grand-père écrasé par le chagrin. « Je voulais juste qu'aucun autre gamin ne soit seul comme lui l'a été. » Mais avant que le shérif puisse répondre, un mouvement brusque attira son attention. Le loup balafré, celui qu'avait affronté Rex, venait de sortir de la pénombre, l'écrou découvert, le regard fixé sur Marquez. Et dans les yeux de Marcus, il y avait cette hésitation terrible. Ce moment où l'on choisit entre lâcher prise ou donner l'ordre. La pluie commença à tomber, tambourinant sur le toit de tôle de la cabane. Le loup balafré fit 2 pas en avant, ses pattes s'enfonçant dans la boue détrempée. Un grondement grave vibrant dans sa poitrine. Marquez sentit ses muscles se tendre, sa main glisser instinctivement vers la crosse de son arme. Un seul ordre de Marcus, et cette bête se jetterait sur lui. Le temps sembla se ralentir, la pluie martelant la tôle comme un tambour de guerre. Marcus fixait la scène, les yeux écarquillés, respirant vite. On aurait dit qu'il se battait contre lui-même, une partie de son esprit réclamant vengeance, l'autre réclamant d'arrêter ce cauchemar. Ses lèvres tremblaient. « Il n'était pas censé attaquer les gens », souffla-t-il, presque pour lui-même. Mais ces loups, eux, attendaient un signal clair.
Le balafré tourna brièvement la tête vers son maître, guettant l'autorisation. Marquez fit un pas lent, contrôlé. « Marcus, regarde-moi. Ce que tu fais là ?» Jamie ne l'aurait jamais voulu. Ce petit adorait les chiens. Cette phrase fit l'effet d'une fissure dans un barrage. Le regard de Marcus se brouilla, et soudain, il sembla voir autre chose que la scène devant lui. Sa respiration devint saccadée. Ses mains se portèrent à sa tête, comme pour repousser un souvenir trop douloureux. J'ai des images dans ma tête, des images de lui, avec un chien noir, mais... Il ferma les yeux, vacilla sur ses jambes. Mais je ne sais plus si c'était vrai, ou si je l'ai inventé. Le loup balafré poussa un grognement plus insistant. La tension était insoutenable, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le shérif savait qu'il ne pouvait pas attendre que la décision vienne du vieil homme. D'un geste vif, il attrapa de sa ceinture une bombe de spray au poivre et la dirigea vers la bête. Un jet précis frappa le museau du loup, qui recula brusquement avec un couinement, les yeux clignotants et la gueule entr'ouverte. Les autres silhouettes, à l'arrière, disparurent aussitôt dans la forêt. Marcus resta immobile, tremblant, les bras ballants. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à des larmes qu'il ne cherchait même pas à cacher. J'ai passé 3 ans à me convaincre qu'un chien l'avait laissé mourir. 3 ans à transformer ça en haine. Sa voix se brisa. Mais c'était moi! C'est moi qui n'étais pas là! Le shérif baissa lentement son arme. Alors, laisse-nous arrêter ça. Donne-nous tout ce que tu sais sur ces loups. Où ils sont, comment ils réagissent. Tu peux réparer une partie de ce qui a été brisé. Marcus hocha la tête presque imperceptiblement. Puis, comme s'il venait de déposer un fardeau invisible, ses épaules s'affaissèrent. Je vais vous dire tout. C'était la première fois depuis que Marquez avait pénétré dans cette clairière qu'il sentait la menace se dissiper. Mais il savait aussi qu'il n'en avait pas fini. Les autres loups étaient toujours là, quelque part dans la montagne. Et quelqu'un devait les arrêter avant qu'ils ne frappent à nouveau. Assis face au shérif Marquez dans la petite salle d'interrogatoire du poste de Cedar Hollow, Marcus Whitmore avait l'air plus vieux que son âge. Ses mains tremblaient légèrement au-dessus de la table en métal. Les néons diffusaient une lumière blanche et dure qui soulignait les creux de son visage marqués par des mois de solitude et de rancune. Au début, il ne parlait pas, le regard fixé sur ses doigts. Puis, d'une voix presque inaudible, il lâcha. Ce jour-là, le mardi où Jamie est mort, il pleuvait. Il devait rester avec moi toute la semaine, pendant que ses parents étaient à Denver pour l'opération de sa mère. Il inspira, comme pour plonger la tête sous l'eau, et aller chercher un souvenir enfoui. Je devais le récupérer à l'école, mais on m'a appelé pour une patrouille de feu dans le secteur nord. Je me suis dit que ce serait vite fait. 1 heure, 2 tout au plus. Sa voix se brisa. Mais Jamie a décidé de rentrer seul. 6 ans. Il croyait qu'il était grand. Le conducteur, il ne l'a jamais vu. Marquez ne l'interrompit pas. Il savait que ses phrases étaient autant un aveu qu'un cri de douleur. Marcus frotta ses yeux rougis. Après, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais toujours le même cauchemar. Jamie qui m'appelle et une silhouette noire à côté de lui. Je me suis persuadé que c'était un chien. Dans mon esprit, ça voulait dire qu'il avait eu une chance et que cette chance l'avait abandonné. Docteur Patricia Hayes, la psychiatre du comté, assise discrètement dans un coin, prit des notes rapides. Elle savait que ce qu'il décrivait ressemblait à un cas classique de délire post-traumatique où le cerveau invente des éléments pour donner du sens à l'insupportable. Marcus reprit, les yeux perdus dans le vide. J'ai commencé à chercher tous les cas où des chiens avaient échoué à protéger. Je voulais comprendre, et puis j'ai trouvé ces loups blessés dans les bois. Je les ai soignés, nourris. Je leur ai appris à obéir, à attaquer des chiens domestiques. Dans ma tête, je me disais que je créais une force qui éliminerait les protecteurs faibles, ceux qui ne méritaient pas la confiance qu'on leur donnait. Le shérif jeta un regard à Dr. Hayes. Elle nota un élément clé, logique inversée mais cohérente dans son délire. Ce n'était pas un simple caprice cruel, mais une construction mentale née de la culpabilité. « Et Rex ?» demanda Marquez. Marcus eut un rictus amer. « Je les ai entraînés pendant 3 ans pour affronter tout type de chiens. Mais je n'avais jamais prévu qu'ils croisent un vétéran comme lui. Quand il est intervenu, ils n'ont pas su quoi faire. Il a brisé leur formation en quelques minutes. » Une ombre de respect passa dans son regard. « C'est un vrai soldat, celui-là ?» Le silence retomba. On n'entendait que le bourdonnement des néons et le bruit d'un crayon qui gratte le papier. Puis Marcus soupira. Il reste 4 loups. Ils connaissent les chemins, les zones à éviter. Si on veut les retrouver, il faudra agir vite. Marquez sentit le poids de ces mots.
Ce n'était plus seulement une enquête sur un drame passé. C'était maintenant une course contre la montre pour éviter que d'autres ne vivent ce que Tommy et Max avaient failli subir. L'air du matin dans les montagnes avait cette fraîcheur coupante qui annonçait un changement de saison. La pluie de la veille avait lavé les sentiers, laissant des flaques argentées et un parfum de pin humide. Au pied du bureau du shérif, un petit groupe se rassemblait. Les adjoints vérifiaient leurs radios et leurs fusils au tranquillisant. Des bénévoles enfilèrent des gilets orange fluo pour être visibles dans les sous-bois. Mais au centre de toute cette agitation, deux silhouettes attiraient tous les regards. Rex debout, alerte malgré ses bandages, et Max, encore un peu raide sur sa patte blessée, mais le regard brillant d'une énergie nouvelle. Léona tenait la laisse de Rex, mais on voyait bien que le chien n'avait pas besoin d'être retenu. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque geste, comme s'il anticipait déjà l'action. « Il est sûr de pouvoir y aller ?» demanda un adjoint en jetant un coup d'œil à ses bandages. Dr Waller, venu spécialement pour le départ, hocha la tête. Physiquement, il est encore fatigué, mais mentalement, il est prêt. Et honnêtement, avoir Rex sur le terrain pourrait faire toute la différence. Marquez arriva, une carte topographique roulée sous le bras. D'après les indications de Marcus, les 4 derniers loups ont des zones de repli connues, mais ils se déplacent vite. On a repéré 3 passages où ils sont obligés de passer s'ils veulent de rejoindre leur territoire principal. Il déplia la carte sur le capot d'un pick-up traçant du doigt des cercles rouges. Ici, près du ravin Black Creek, là à la vieille station de pompage, et enfin au col de Rock Ridge. Rex s'approcha, le museau frôlant la carte. On aurait dit qu'il comprenait. Léona le regarda et murmura « Tu as déjà mené ce genre de traque, pas vrai ?» Son ton n'était pas une question, mais une évidence. Max, bien que trop jeune pour comprendre toute la situation, se tenait près de Rex, imitant sa posture. Les bénévoles ne purent s'empêcher de sourire devant cette image. Un vétéran marqué par les batailles et un jeune recrue prêt à apprendre. La première équipe partit vers Black Creek, la seconde vers la station de pompage. Marquez, Rex et Léona prirent la route du col de Rock Ridge. Le sentier y était étroit, bordé de pentes abruptes et de buissons épais. Un endroit parfait pour une embuscade ou pour intercepter une meute en mouvement. Rex avançait quelques mètres devant, son museau frémissant, oreilles dressées. Tout à coup, il s'arrêta net. Sa queue se raidit, son corps se pencha légèrement en avant. Léona, qui le tenait encore en laisse, sentit la tension dans la corde. « Qu'est-ce qu'il a senti ?» demanda-t-elle. Marquez, qui observait, répondit à voix basse « Les loups, ils sont proches !» Un craquement dans les branches fit lever les armes aux adjoints, puis d'entre les pins, une silhouette sombre apparut. Pas un loup, mais un jeune mâle de la meute, les poils hérissés, le regard fixe. Rex ne bougea pas, ses muscles tendus comme un arc. Derrière le premier, 3 autres ombres se dessinaient dans la pénombre de la forêt. La tension monta d'un cran. Les loups ne fuyaient pas. Au contraire, ils avançaient lentement, en ligne, comme pour tester la détermination de leurs adversaires. Rex recula légèrement, se plaçant à la hauteur de Léona, puis fit un pas sur le côté pour couvrir Max, qui, malgré sa jeunesse, restait immobile, observant la scène. Marquez fit signe aux tireurs tranquillisants de se préparer. Mais il savait que s'il tirait trop tôt, les loups risquaient de se disperser et de revenir plus tard. Plus dangereux encore, il fallait les amener à une distance sûre, et pour ça, Rex allait devoir les attirer. Rex fit un pas en avant, lentement, ses pattes s'enfonçant dans la terre humide. Ses oreilles restaient parfaitement droites, mais ses yeux fixaient le jeune mâle en tête de meute avec une intensité presque humaine. Derrière lui, Léona voulut resserrer la laisse, mais Marquez leva une main pour l'arrêter. « Laissez-le faire, il sait ce qu'il fait !» Un grondement sourd monta de la gorge de Rex, bas, contrôlé, comme une note grave qui vibre dans la poitrine. Le jeune loup répondit par un grognement plus aigu, puis fit un pas vers lui. Les deux se jaugeaient, chaque muscle prêt à exploser. Les 3 autres loups restaient en arrière, mais leurs mouvements étaient synchronisés, comme s'ils attendaient un signal invisible. Rex recula d'un demi-pas, feignant l'hésitation. C'était un vieux truc qu'il avait appris sur le terrain, faire croire à une faiblesse pour attirer l'ennemi plus près. Le jeune mâle mordit à l'hameçon. Il avança, oreilles rabattues, croc découvert, jusqu'à réduire la distance de moitié. Les 3 autres suivirent, étirant leur ligne. Marquez fit signe aux tireurs de se tenir prêts. 2 adjoints se mirent à genoux, épaules calées, doigts sur les détentes des fusils tranquillisants. L'air semblait vibrer. Même la forêt retenait son souffle. Puis Rex bougea. Pas un bond,
Pas une attaque, mais un mouvement rapide, calculé, vers la droite, comme pour contourner la meute. Les loups pivotèrent pour le suivre, s'ouvrant légèrement et laissant un couloir dégagé vers leur flanc. « Maintenant !» cria Marquez. 2 détonations sèches éclatèrent. Les fléchettes sifflèrent dans l'air, atteignant le jeune mâle et une femelle par derrière. Les 2 bêtes bondirent de surprise, puis titubèrent, leurs muscles se relâchant progressivement. Les 2 autres loups, pris de panique, tentèrent de se replier vers la forêt, mais Rex leur barra la route avec un grondement puissant, les retenant juste assez longtemps pour que les tireurs les atteignent à leur tour. En moins de 30 secondes, tout était terminé. 4 corps massifs gisaient sur le sol, respirant lourdement sous l'effet des tranquillisants. Rex revint vers Léona, le regard encore vif mais le souffle court. Elle s'agenouilla pour lui prendre la tête entre les mains. « Tu es incroyable !» murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Marquez s'accroupit près du jeune mâle endormi, observant ses crocs et les marques autour de son cou. Marcus disait vrai. Ces bêtes ont été entraînées comme des chiens de travail, mais pour tuer. Il leva les yeux vers ses adjoints. On les transporte immédiatement au centre de réhabilitation animale de Fermont. Là-bas, ils auront une chance de redevenir sauvages, ou au moins de ne plus être une menace. Alors que les équipes chargeaient les loups sur les civières, Max trottina jusqu'à Rex, posant sa petite tête contre son flanc. Le vétéran le regarda de côté, comme pour lui dire « T'as bien tenu ta position, petit ». Mais dans le regard de Marquez, il y avait encore cette lueur d'alerte. On a réglé le problème des loups, mais pas celui qui les a dressés. Marcus était peut-être le premier, mais je doute qu'il ait été le seul à vouloir utiliser ce genre de méthode. La pluie fine qui tombait à présent sur le col de Rockridge semblait confirmer ses craintes. L'histoire n'était pas encore terminée. De retour au poste, la salle d'évidence ressemblait à un champ de bataille organisé. Les caisses ramenées de la cabane de Marcus étaient ouvertes, révélant un mélange étrange d'objets, laisse renforcées, colliers en cuir doublés de métal, flacons d'odeurs animales, mais aussi des carnets entiers, remplis d'une écriture serrée. Chaque page décrivait des séquences d'entraînement, des schémas d'attaque coordonnés, des codes pour différents sifflements et signaux. Marquez feuilletait un de ces carnets quand il remarqua quelque chose d'étrange. Certaines pages portaient un en-tête imprimé. Northland Research Facility, Section Comportement Animal. Les mots étaient accompagnés d'un logo, une silhouette de loup stylisé. Ce n'était pas un symbole improvisé, c'était officiel. Je croyais que Marcus travaillait seul, murmura Léona, penchée au-dessus de son épaule. Marquez secoua la tête. Il avait de l'aide. Ou alors, il a récupéré le travail de quelqu'un d'autre. Dr Waller entra dans la pièce avec un petit dossier en plastique qu'elle tenait comme un objet fragile. « Vous devriez voir ça. » Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, une série de photos polaroides jaunies, des loups attachés dans ce qui ressemblait à une grande structure métallique entourée d'hommes en blouse blanche. Sur l'une des photos, dans un coin, on voyait clairement Marcus, plus jeune, mais à ses côtés se tenait un autre homme, grand, visage anguleux, regard froid. Au dos de l'image, un nom griffonné, Dr Franklin Mott. « Ça vous dit quelque chose ?» demanda Waller. Marquez fronça les sourcils. « Si, et c'est pas une bonne nouvelle. Mott a travaillé pour le département de la Défense, section recherche sur les animaux tactiques. Il a disparu des radars il y a 5 ans. Les implications étaient d'eau claire. Marcus n'avait peut-être été qu'un rouage dans un projet plus vaste, quelque chose de structuré, pensé pour utiliser les loups comme arme vivante. Et si Mott était encore en vie, il pouvait très bien continuer son travail ailleurs. Rex, couché dans un coin, leva la tête au son du nom de Mott. Léona le regarda avec un mélange de curiosité et de malaise. « Tu le connais ?» demanda-t-elle comme si elle attendait une réponse. Rex détourna le regard, mais ses oreilles restèrent tournées vers la conversation. Max, lui, était couché contre Rex, mais son museau frémissait. Les chiens savent quand quelque chose se prépare. Et dans la pièce, l'air était chargé de cette tension électrique qui précède les grandes décisions. Marquez se redressa. « On a une piste. Northland Research Facility a fermé officiellement il y a 3 ans, mais ses bâtiments sont toujours là, à moitié à l'abandon. Si Mott y est retourné, il ne sera pas seul. Et si c'est bien lui qui a conçu les protocoles de Marcus, il peut très bien avoir d'autres meutes déjà prêtes. » Léona croisa les bras. « Alors, on y va quand ?»« À l'aube, » répondit le shérif sans hésiter. « Et cette fois, Rex vient avec nous. » Rex releva la tête, et même si personne ne parlait sa langue, son regard disait clairement « J'attendais que tu le demandes. »
L'aube se leva sur Cedar Hollow avec un ciel bas, couleur de cendre. Une brume épaisse serpentait entre les pins, avalant les silhouettes et étouffant les sons. Les moteurs des véhicules du shérif ronronnaient doucement, alors que le convoi prenait la route du nord. Dans le premier pick-up, Marquez conduisait, Léona assise à ses côtés, et Rex à l'arrière, debout, ses yeux fixés sur la route comme s'il comprenait chaque kilomètre qui le rapprochait de l'objectif. Max, encore convalescent, avait été laissé à la clinique malgré ses protestations bruyantes la veille. Le centre Northland apparaissait enfin à travers la brume. Une masse sombre de béton et de métal envahie par la végétation. Les grillages, autrefois électrifiés, pendaient tordus, mais l'endroit dégageait toujours cette aura inquiétante, comme si les murs se souvenaient de ce qui s'y était passé. Marquez fit signe aux adjoints de se séparer en 2 groupes pour encercler le complexe. Les gilets pare-balles grincèrent, les armes tranquillisantes furent vérifiées une dernière fois. « On entre par le côté ouest », murmura-t-il à Léona. Moins visible, mais plus étroit. Rex, déjà à l'affût, passa devant, avançant avec une prudence qui tenait plus du soldat que de l'animal. À l'intérieur, l'air était saturé d'odeurs, vieille poussière, métal rouillé, mais aussi ayant une senteur plus récente, familière à Rex. Le musc des loups, ses muscles se tendirent. Il n'était pas seul. Un long couloir les mena à une grande pièce circulaire aux murs tapissés de cages métalliques. Certaines étaient vides, rouillées, mais d'autres contenaient des silhouettes immobiles, des loups, pas sauvages, leurs regards fixaient les intrus sans un mouvement, parfaitement discipliné. Sur le sol, un système de câbles et de trappes semblait relié à une console centrale encore alimentée par un générateur quelque part. Léona recula d'un pas, mal à l'aise. On dirait une salle d'entraînement. Marquez hocha la tête. Ou de démonstration. Un bruit sec claqua derrière eux. Une voix grave résonna dans l'espace. « Vous êtes entré dans mon laboratoire, shérif. » Un homme sortit de l'ombre d'un escalier métallique, grand, maigre, le visage creusé par les années, mais ses yeux, froids, calculateurs et étrangement calmes. Docteur Franklin Mott. Il descendit les marches avec une lenteur étudiée, ses mains croisées dans le dos. Marcus était un élève prometteur, dit-il, presque avec nostalgie. Mais trop émotif. Moi, je ne m'embarrasse pas de sentiments. Les chiens, les loups, ce sont des outils. Et ceux-ci, il désigna les cages d'un geste lent. Ceux-ci sont la version finale. Plus rapide, plus intelligent, capable de reconnaître et neutraliser une cible en moins de 10 secondes. Rex grogna, les poils hérissés. Mott baissa les yeux vers lui, esquissant un sourire mince. Ah, le fameux Rex Morrison, légende vivante et obstacle intéressant. Marquez leva son arme. Vous allez nous suivre, Mott. Mais Mott secoua la tête, amusé. Non, shérif, c'est vous qui allez courir. Il pressa un bouton sur un petit boîtier noir. Les loquets des cages claquèrent en cascade. Et les silhouettes massives commencèrent à avancer dans le couloir, silencieuses comme des ombres. Les cages s'ouvrirent dans un vacarme métallique, mais ce qui suivit ne fut pas un déferlement de chaos, ce fut pire. Les loups sortirent calmement, l'un après l'autre, chacun prenant position comme une unité militaire parfaitement coordonnée. Ils avançaient en formation, le regard fixé sur Rex, mais sans grognement, sans précipitation. Ce silence était plus inquiétant que n'importe quel hurlement. Rex fit 2 pas en avant, se plaçant instinctivement entre Léona et les bêtes. Son corps entier vibrait d'adrénaline. Il savait reconnaître un adversaire entraîné. Chaque loup analysait ses mouvements, guettant la moindre ouverture. Marquez, arme levée, cherchait une ligne de tir. Mais Mott se déplaçait lentement, toujours à portée de ses animaux, comme s'il savait qu'aucun projectile ne l'atteindrait avant que les loups ne réagissent. « Voyez-vous, shérif » lança Mott d'une voix calme, presque professorale. « Le problème avec les chiens comme Rex, c'est qu'ils sont loyaux, jusqu'au sacrifice. On peut prédire chacun de leurs mouvements, exploiter chaque instinct. » Il esquissa un sourire mince. « Et aujourd'hui, nous allons tester cela. » Il fit un geste sec. Comme un seul corps, 3 loups se lancèrent sur Rex. Le vétéran esquiva le premier bond, en se décalant sur la gauche, mais reçut l'impact du second de plein fouet. Les 2 roulèrent au sol dans un nuage de poussière, crocs claquant dans l'air. Rex planta ses pattes arrière dans le ventre de son adversaire et le repoussa d'un coup puissant. Le 3e tenta de le prendre par le flanc, mais un mouvement sec de sa mâchoire envoya un grognement de douleur dans la pièce. Léona, plaquée contre un mur, retenait son souffle. Marquez tenta un tir tranquillisant,
mais Mott anticipa et s'interposa, utilisant la mêlée comme un bouclier vivant. Le quatrième loup, plus massif, restait en retrait, observant Rex avec un calme inquiétant, comme un chef attendant son moment. La lutte était brutale. Les coups de croc résonnaient comme des claquements secs, chaque mouvement calculé. Rex ne combattait pas comme un animal sauvage. Il utilisait des feintes, forçait ses adversaires à se gêner entre eux, reculait juste assez pour éviter d'être encerclé. Mais l'avantage numérique pesait lourd. Mott regardait la scène avec une fascination malsaine. « Voyez, shérif, même les meilleurs tombent face à une stratégie supérieure. Vous avez oublié une chose, Mott, répliqua Marquez en serrant les dents. Rex n'est pas seul. Sur ces mots, un bruit sec retentit derrière Mott. La porte latérale que personne n'avait remarquée venait de s'ouvrir, et dans l'encadrement, Max, le petit chiot, patte encore légèrement bandée, mais détermination brûlante dans les yeux. Il n'était pas venu seul, derrière lui, 2 adjoints, fusils tranquillisants levés. Le moment de surprise brisa la concentration des loups. Rex en profita pour se libérer de son principal assaillant et, dans un bond fulgurant, se jeter sur Mott. L'homme tomba à la renverse, son boîtier glissant hors de sa main. Rex planta ses pattes sur sa poitrine, grognement sourd au fond de la gorge. Les tireurs agirent dans la seconde. Pff, pff, les fléchettes touchèrent les 2 loups encore debout. Les muscles des bêtes se raidirent, puis elles s'effondrèrent lourdement sur le sol. Mott, haletant, regarda Rex droit dans les yeux. Et pour la première fois, un éclat de peur réel passa dans son regard. Mott tenta de bouger, mais Rex appuya davantage, son regard planté dans celui de l'homme comme pour lui dire que cette partie était terminée. Marquez s'approcha, menotte en main, et d'un geste sûr, immobilisa les poignets du scientifique. « Franklin Mott, vous êtes en état d'arrestation pour cruauté animale aggravée, mise en danger de la vie d'autrui et usage d'animaux comme arme. » Les mots résonnèrent dans la salle comme une sentence définitive. Léona s'agenouilla près de Rex, posant une main sur son collier. « C'est bon, mon vieux. » « C'est fini. » Le vétéran se recula, permettant aux adjoints de relever Mott. Privé de son boîtier de contrôle, l'homme semblait soudain fragile, presque banal, mais ses yeux restaient vides, comme s'il n'avait jamais vraiment compris la gravité de ses actes. Les loups, tranquillisés, furent examinés par Dr Waller et son équipe venue en renfort. L'un après l'autre, ils furent placés dans de grandes caisses de transport, direction un sanctuaire animalier où ils pourraient réapprendre à vivre sans obéir aux ordres d'un humain. En passant devant Rex, certains jetèrent un dernier regard, pas de haine, pas de défi, mais comme une reconnaissance muette d'un adversaire qui avait gagné à la loyale. Dehors, l'air frais et la lumière pâle de la matinée accueillirent l'équipe. Max bondit jusqu'à Rex, malgré sa patte encore fragile, et se frotta contre lui en remuant la queue. Rex baissa la tête pour lui donner un petit coup de museau comme un sergent félicitant sa nouvelle recrue. Léona observe la scène, un sourire attendri sur les lèvres. « Tu sais, dit-elle à Marquez, je crois que ce petit-là a trouvé son mentor. » La presse locale, alertée par la capture de Mott, arriva dans l'heure qui suivit. Mais Marquez garda pour lui les détails les plus sombres. Aux caméras, il parla surtout de la bravoure de Rex, de la solidarité de la communauté et du fait que Cedar Hollow pouvait à nouveau dormir tranquille. Quelques jours plus tard, sur la place centrale du village, une petite cérémonie improvisée fut organisée. Les habitants s'étaient rassemblés, certains apportant des bandanas colorés, d'autres des médailles faites à la main. Lorsque Rex apparut, mené par Léona, les applaudissements éclatèrent. Même les enfants qui avaient eu peur des loups venaient maintenant lui caresser le dos sous le regard bienveillant de Max. Marquez prit brièvement la parole. Il y a des héros dont les noms sont gravés sur des plaques, et d'autres qui n'ont besoin que de nos cœurs pour être honorés. Rex, tu fais partie de ceux-là. La foule acclama, et un collier orné d'une plaque gravée, protecteur de Cedar Hollow, fut passé autour du cou du chien. Le soir, alors que tout le monde était rentré, Léona s'assit sur le porche de sa maison, Rex couchait à ses pieds et Max endormi contre lui. Le vent frais faisait frissonner les feuilles, mais l'air avait un goût différent, celui d'une menace écartée, d'un poids levé. Elle caressa doucement la tête de Rex. « Tu sais, Duke serait fier. » Rex leva les yeux vers elle et même s'il ne pouvait pas parler, elle jura qu'elle vit dans son regard une lueur de compréhension. Max remua dans son sommeil, comme s'il rêvait déjà de ses futures aventures à ses côtés. Dans le silence de la nuit, Léona sut que peu importait ce qui arriverait ensuite, il serait prêt.
parce que parfois, les héros portent 4 pattes et un cœur plus grand que tout un village.